en France. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez déjà mangé? Non. Eh bien là, vous allez manger une conférence dans les dents. Ah, c'est mieux, hein. Eh bien, sous vos applaudissements, veuillez accueillir Antoine Doll, qui arrive, scénariste de For Life. Veuillez accueillir Christophe Cointeau, mangaka sur Tinta Run. Veuillez accueillir Vanra, sous applaudissements, Stray Dogs, là j'ai un trou de mémoire, ton dernier manga, Morticiane, c'est pas bien, allez, je repars, au revoir, tu me parles plus. Et veuillez accueillir Vignew, dessinateur sur For Life. Allez, rentre Vignew, n'aie pas peur, il n'y a pas beaucoup de monde. Tu te soignes là-bas. Et tu sais quoi, Vanra? Il y avait même marqué derrière. J'aurais pu juste lire. Oui. Eh bien, vous êtes là pour... Est-ce que vous êtes là pour devenir des mangaka? Oui? Non? Oui? Oui, là-bas. Eh bien, en fait, durant toute cette conférence, moi je vais poser des questions, mais vous aussi, dès que vous avez une question à poser, n'hésitez pas à lever la main et on vous donne la parole. C'est un peu une sorte de conférence questions-réponses. Donc n'hésitez pas à intervenir à tout moment. Vous pouvez même essayer de dire hey, je suis là et moi je vous vois et je vous donne la parole. Est-ce que ça vous va? Je vous entends pas trop. Est-ce que ça vous va? Eh bien, commençons tout de suite. Ça va, Antoine? Ça va bien. Bonjour. Ça va, Christophe? Ça va très bien, merci. Ça va, Vanra? Toujours, toujours. Et Vignew? Konnichiwa. Konnichiwa. Alors on va parler en japonais avec Vignew. Eh bien on va commencer rapidement sur... Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, même s'il est fait très très rapidement, mais à votre sauce, présentez-vous devant tout le monde. Honneur aux dames, peut-être. C'est tellement facile quand, du coup, quand on peut en profiter. Bon, bref. Bonjour à tous, je suis Vanra. Certains me connaissent déjà sur certains titres, à savoir Stray Dog ou Ayakashi. Donc je reviens cette année avec Morticiane. Et je suis très très heureuse de pouvoir vous retrouver ou de pouvoir rencontrer certains d'entre vous pour la première fois. Oui, vous pouvez l'applaudir. Allez-y, n'ayez pas peur. Allez, Vignew. Alors bonjour, je suis Maître Vin, rappeur au grand cœur, célèbre youtubeur aux 8 abonnés, peut-être le 9e parmi vous. Et apparemment je suis mangaka, il paraît. Il paraît, mais tu vas nous raconter ça aussi. Allez, Antoine. Moi je m'appelle Antoine Doll, je suis auteur de romans et de bandes dessinées jeunesse. For Life est mon premier manga avec Vignew. Voilà, j'ai la chance de partager cette aventure avec un super mangaka. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Christophe Cointeau et je suis l'auteur du manga Tinta Run, fraîchement sorti chez Glénat. Eh bien, oui, on peut les applaudir, applaudissez bien fort. Alors, je vais aller directement, mais est-ce que avant d'être mangaka, vous faisiez un autre métier ou pas, ou vous étiez déjà dans le dessin, dans le graphisme? Vas-y, Antoine. Moi, ça fait 10 ans que je publie des romans et que je fais essentiellement cette activité d'écriture. Et le manga, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on travaille dessus avec les éditions Glénat. Et voilà, c'est mon activité principale d'écrire des scénarios et des romans. Ok. Moi, dans une autre vie, j'ai été, c'est un peu surprenant, mais j'ai été agent des impôts. Donc j'ai connu le métro boulot dodo, le fait que mon rêve de vivre de la BD et du manga s'éloignait de plus en plus. Donc un jour, j'ai eu un coup de folie, j'ai arrêté tout ça. Et puis ma femme m'a soutenu pour d'abord me lancer dans l'auto-édition. Et puis ensuite, je me suis mis un coup de boost parce que je voulais vraiment être édité chez Glénat pour le coup. C'était l'éditeur qui me faisait rêver. De par Dragon Ball, One Piece, etc., tout ce qui me parle vraiment. Et donc j'ai fait ensuite un dossier éditorial à Glénat, et puis voilà, c'est comme ça que je suis devenu mangaka
pour résumer, pour faire simple pour l'instant. Voilà. Ok, n'hésitez pas à bien coller votre micro à votre bouche pour que vous entendiez bien. Allez, vas-y. Alors du coup, moi je suis toujours, à la base, mon vrai métier, le tout premier, c'était d'être ostéopathe pédiatre. Donc pas trop grand chose à voir avec le métier de mangaka, voire un métier artistique tout court. J'ai fait des études scientifiques avec tout le touti qui va avec, la thèse de fin d'études, etc. etc. J'exerce toujours à l'heure actuelle au sein d'un centre hospitalier spécialisé dans la petite enfance. Et voilà, et du coup, à la base, je dessinais vraiment pour mes petits patients, pour permettre de leur expliquer les choses plus facilement, puisque je suis une des spécialistes qui travaille sur les lésions du squelette chez le bébé et le très jeune enfant. Et du coup, après, j'ai gardé cette possibilité d'expression et moyen d'expression que j'ai développé en autodidacte. Et voilà, après, j'ai commencé à apprendre les bases auprès d'auteurs de comics. Donc, avant de faire du manga, j'étais médecin, ensuite j'étais médecin et auteur de comics, et après j'étais médecin, auteur de comics et mangaka. Voilà, ce qui a fait pas mal, mais du coup, à l'heure actuelle, j'exerce toujours le métier donc, de professionnel médical à temps partiel, puisque certains ont pu le constater, la bande dessinée me prend de plus en plus de temps. Voilà. Comme quoi, on peut vraiment devenir mangaka en faisant plein de métiers. Vignou, à toi. Oui. Alors, ça c'est prêt? Ouais. D'accord, alors j'ai d'abord commencé par une formation en génie électrique à l'UQT. Puis après, comme je ne trouvais pas de taf pendant la crise économique en 2018, je me suis mis à dessiner parce que j'avais rien d'autre à foutre de ma vie. Et je suis allé dans une librairie une fois, j'ai vu les BD aux étagères. Et il y en avait qui étaient vraiment de qualité assez médiocre. Je me suis dit, vas-y, même moi je peux faire mieux. Et voilà, je me suis lancé. De partir de là. Mais est-ce que vous avez... Comment est-ce que vous avez appris? Vanra, tu étais en autodidacte, mais en même temps, tout en progressant en fait avec les comics. En fait, c'est les deux, dans le sens où donc j'ai appris toute seule et en progressant toute seule. Par contre, à un moment donné, il m'est arrivé donc de lire certains comics, et dedans on a vraiment des auteurs qui arrivaient à pousser le dessin vraiment très loin, et ces auteurs qui à la base, donc ça date un petit peu, à l'époque où il y avait encore une certaine messagerie instantanée qui s'appelle MSN qui existait, hier, voilà. C'était avant Facebook, hein, c'est la même chose, mais beaucoup plus simple, beaucoup plus sympa. Voilà. Et, on pouvait se lancer des whiz. Et du coup, on avait les auteurs qui avaient tendance à mettre, pour les auteurs américains, leur MSN, en fait, leur messagerie à la fin des volumes. Et on pouvait les contacter, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai tellement aimé une bande dessinée d'un auteur qui s'appelle Ivan Reis, que j'ai envoyé un message. Et j'adore la manière dont vous ancrez, j'adore la manière dont vous dessinez. Moi, j'ai du mal à faire telle partie du dessin. Vous auriez un truc à me conseiller? J'étais persuadée qu'il n'allait pas me répondre. Et comme j'ai l'habitude de faire des gardes de nuit, donc moi je fais un messager la nuit quand j'ai le temps, voilà. Et du coup, lui, la nuit, c'est là où il bosse. Il m'a répondu de suite, il m'a dit, écoute, si tu veux, est-ce que tu as webcam? Je lui ai dit, je crois que oui. Il dit, bon, si tu veux, je te montre. Et c'est parti comme ça. Génial. Donc après, j'ai commencé finalement toute seule, je me suis perfectionnée toute seule. Mais au final, j'ai eu la chance à un moment donné d'avoir certains auteurs qui m'ont vraiment montré et réexpliqué les bases. Vraiment, genre, étudiant-élève, quoi. Génial. Ça, c'est génial. Maintenant, c'est vrai qu'on peut le faire aussi via Twitter et Skype, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pour... Je trouve ça génial de contacter directement l'auteur. Christophe, pour toi. C'est quoi la question? Je me rappelle même. C'est comment? Est-ce que tu dessinais déjà avant? Est-ce que tu as pris des cours ou c'est l'autodidacte? Non, mais je pense qu'on dessine tous depuis toujours, il n'y a pas vraiment de mystère. Après, soit on est fait pour ça et on aime continuer à faire ça et à passer notre temps et notre vie à être penché sur une feuille et à dessiner des petites cases qui nous font rire, qui nous font rêver déjà nous-mêmes, donc potentiellement d'autres gens. Il n'y a pas de diplôme accroché au mur, c'est pas ça qui intéresse les éditeurs, c'est juste ce que vous serez capable de produire vous-même. Donc ça, pour l'apprendre, je sais qu'il existe des écoles. Moi, j'en ai pas fait. Enfin, j'ai fait un passage aux Beaux-Arts d'Angoulême il y a une dizaine d'années, mais ça m'a pas servi à grand-chose, si ce n'est quand même à sortir de chez moi et à rencontrer des jeunes de mon âge qui avaient un super niveau, donc ça met un beau coup de pied au cul. Mais après, c'est vraiment du travail personnel. C'est ça qui est rassurant aussi, c'est de se dire que peu importe d'où on vient, peu importe notre pédigré, notre diplôme, notre cursus, nos diplômes accrochés au mur,
Au final, l'éditeur, il va juste regarder votre projet et puis bah, Et bien, je suis pas sûr qu'ici il y en ait un seul qui soit diplômé en fait. Je sais pas, peut-être, ou diplômé de manga, ce qui n'existe pas. Donc, et pourtant, on est bien là. Ouais. Donc voilà. Antoine, toi au niveau du scénario? Je crois qu'il y avait surtout une envie de raconter des histoires. Moi j'ai eu la chance d'être repéré il y a 10 ans par un éditeur qui m'a repéré sur des blogs. J'avais un blog sur lequel je racontais des choses et qui était une sorte de journal intime, pas du tout intime, et un éditeur qui m'a contacté pour me demander si ça m'intéresserait de travailler sur un premier roman. Et puis la BD est venue par la suite avec l'envie de toucher les gens différemment. Le roman, c'est une écriture qui est lente, qui met du temps à toucher les gens, qui met du temps à parvenir aux gens, et je trouvais qu'avec le dessin, on arrivait à obtenir un effet peut-être plus fulgurant, peut-être plus immédiat, qui m'a donné envie de travailler sur de la bande dessinée. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait devenir mangaka en étant un jeune auteur français il y a très longtemps de ça, et j'ai travaillé d'abord sur de la BD franco-belge avec une série qui s'appelle Mortel Adèle, qui est la série dont j'ai l'écriture aujourd'hui. Et puis, il y a 3 ans, je me suis dit, et quand même, t'avais un rêve, c'était de faire du manga. C'est comme ça que j'ai découvert la bande dessinée quand j'étais ado. Et tout simplement, voilà, je me suis dit, bah, je vais y aller au culot, je vais proposer à un éditeur quelque chose. Et donc j'ai rencontré Vin et on a contacté les éditions Glénat. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et Vignou? Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis désolé, hier soir j'ai mangé indien, en train de digérer. Et toi, est-ce pareil? Est-ce que tu avais pris des cours? Est-ce que c'est Des pareil? cours. Ouais. Ou est-ce que c'est pareil? Tu t'es dit, allez, je me lance, je dessine à fond. Bah, je fais comme tout le monde, je copie tout le monde. C'est ça. Toujours. Internet, c'est fabuleux. Tu peux voir tellement de dessins sur les sites, DeviantArt, Pixiv. Et quand il y a un dessin qui te plaît, tu as envie de le reproduire. Et du coup, tu as reproduit jusqu'à créer ton propre style. Tous les dessins que j'aimais bien, j'essaie de les reproduire. Et puis j'ai fait une sorte de globi-boulga. Je suis même pas sûr si j'ai un style. Si, tu as un style, maintenant. Tu peux le prouver? Ouais. Bah, moi, je trouve que tu as un style, en tout cas. Non mais il faut savoir que Vin est très modeste en fait. Ouais. C'est pas vrai, je me la pète tout le temps en fait. Et vous parlez à chaque fois que vous avez proposé aux éditeurs, mais en fait, comment vous avez proposé votre manga? Comment vous êtes allé proposer mon manga et comment vous l'avez fait? Non, t'as tout fait, vas-y, dis-le. En fait, moi j'avais une idée de scénario de départ. Et c'est vrai que je voulais pas arriver chez un éditeur sans l'illustrateur. Je trouve que c'est intéressant d'arriver en tant que binôme et avec un projet qui est assumé, construit. Et c'est une connaissance commune qui nous a mis en contact avec Vin, qui m'a dit écoute, c'est quelqu'un qui dessine vraiment bien et ça a matché. Il aime pas quand on dit qu'il dessine bien en fait, mais il dessine très bien. Et on a proposé le projet, on l'a envoyé par la poste aux éditions Glénat qui nous ont répondu, je crois, 15 jours plus tard, en nous disant écoutez, on avait mis quelques planches, on avait mis quelques bases de l'histoire et ils nous ont donné notre chance. Voilà, alors que le projet était une graine et ils nous ont aidés à le faire grandir tous ensemble. Ouais, Christophe. Alors, comme je l'explique en bonus à la fin de Tintaron, un peu de pub au passage, il s'est avéré que après mon expérience en auto-édition, j'avais décidé, en fait j'étais en atelier à Blois, à la maison de la BD, et ça ne me convenait pas vraiment, donc je suis retourné travailler à domicile. Là je me suis dit, il faut que j'apprenne à mieux écrire, c'est très simple, mais mieux écrire et mieux dessiner et mieux comprendre ce qui fait un manga, c'est-à-dire les codes, la structure, tout en y apportant ma touche française, européenne, mes sensibilités. Donc ça m'a demandé quelques mois d'écriture, et l'écriture, je pense qu'il faut vraiment être enfermé chez soi, c'est une étape fondamentale pour construire quelque chose de nouveau. Ensuite, les dessins sont arrivés en même temps, les premiers croquis, etc. Ça s'appelait pas encore du tout Tintaron, c'était vraiment un projet balbutiant, mais j'avais déjà dans l'idée, il y a eu quelque chose d'un peu magique. Dès que je l'ai commencé, je me suis dit, ce projet-là, je vais le porter jusqu'au bout. Et j'avais cette idée en tête d'aller chez Glénat parce que ça correspondait encore une fois à mon état d'esprit.
Et au bout de 4 mois à peu près, avoir construit un premier dossier éditorial, je l'ai envoyé par mail, donc un PDF en fait. Beaucoup de dossiers en fait se font par mail, hein. Maintenant on s'embête plus vraiment avec le papier. J'avais scanné toutes mes pages et tout, et j'avais mis ça en ordre pour que ce soit intéressant. Et justement, en fait, tu mets quoi dans le dossier? C'est quoi un dossier éditorial? Un dossier éditorial, c'est ce qui présente votre projet, c'est-à-dire il y a les premières planches. Donc moi j'avais mis ça dans l'ordre, les premières planches c'est ce qui est le plus important pour l'éditeur. Si ça l'intéresse, il continue, donc ensuite il y a le synopsis, c'est-à-dire l'histoire résumée en 10 lignes, la structure, combien de tomes on veut faire, à quel public ça s'adresse, la note d'intention pour expliquer un petit peu nos thématiques, notre univers, quelques petits détails comme on veut, puis plus la présentation des personnages principaux avec un beau petit dessin couleur. Et ça doit être quand même assez concis, ça doit pas être lourd. Donc c'est très dur à faire, mais c'est vraiment l'étape entre le projet balbutiant et le contact avec l'éditeur. J'avais une adresse mail de Glénat, je ne sais plus pourquoi, qui traînait dans ma boîte mail depuis des années, mais c'était pas du tout Glénat Manga, c'était, je sais plus qui c'était. Je me suis dit bon bah je vais lui envoyer à lui, et il l'a transmis directement à un éditeur jeunesse de Glénat, qui m'a contacté le lendemain. Donc dès qu'il m'a contacté par mail, je me suis dit là, je vais pas lâcher, j'ai ferré le poisson, je vais pas lâcher. Et puis on s'est téléphoné, il s'est rendu compte que j'étais plus manga, donc il m'a réorienté vers Glénat Manga, et là j'ai eu des échanges avec la directrice éditoriale de Glénat Manga. Et on en parlera de ça tout à l'heure justement. Voilà. Donc voilà, un dossier quoi, ça m'a pris quelques mois d'écriture, d'enfermement, et puis je l'ai envoyé par mail, et voilà. Ok. À toi. Alors donc moi ça a été complètement différent puisque à la base j'étais l'une des premières à percer dans le manga avec un auteur d'origine française, et je dirais que si j'avais pas été là et que ça n'avait pas marché, vous ne seriez pas là chez Glénat, n'est-ce pas? À la base moi j'avais présenté mes projets en fait à tous les éditeurs. Plus parce que j'avais déjà, moi je publiais en fait en ligne et j'avais déjà un lectorat qui était déjà pas mal à l'étranger qui m'avait dit oui il faudrait que tu passes en édition parce que nous au niveau d'un format numérique à l'époque ça se lisait pas très bien, ou du moins c'était pas très pratique. Et puis donc c'est plus pour qu'on me laisse un petit peu tranquille que j'ai présenté ça aux éditions, puis après je me suis prise au jeu et à la base donc c'était il y a... moi j'ai commencé à démarcher les éditeurs en 2008. Et à la base, j'ai eu que des réponses négatives puisque ça ne se faisait pas. Le manga avec un auteur d'origine française, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de ligne éditoriale prévue pour ça. Et puis ils avaient le gros a priori à savoir que le manga c'est que japonais. Si on est un français, on ne fait pas du vrai manga, c'est que de la BD franco-belge et encore. Et puis après, donc le truc étant, c'est que il y avait beaucoup d'éditeurs, dont Glénat, qui m'ont découragée en me disant que ce que je faisais c'était nul. Ils m'ont répondu en me disant que je devrais arrêter le dessin parce que mon dessin était inintéressant, que je ne percerais jamais là-dedans et que c'était pas la peine de perdre du temps. Surtout quand en plus, moi j'avais mis dans le CV que j'étais autodidacte, que je n'avais pas fait d'école. Ils m'ont répondu déjà va apprendre les bases, ensuite tu te permettras de nous recontacter puisqu'on n'a pas de temps à perdre avec des gens qui font ça. Dans leur garage, dans leur truc au-dessus de leur garage. Alors moi je me disais comment ils le savent parce que j'avais effectivement mon atelier au-dessus de mon garage, je me dis ça se trouve, ils savent tout, c'est tout. Et en fait, après, par dépit, vu qu'il y en a beaucoup qui m'ont découragé comme ça, mais qui ne me donnaient pas vraiment pourquoi ils me refusaient, à part le fait que ça ne rentrait pas dans une éditoriale. Du coup, j'ai proposé un éditeur aux États-Unis, avec les auteurs duquel je travaille en tant qu'encreuse. Et parce qu'ils proposaient, on va dire, des sortes de tremplins, donc les tremplins Kiyun, etc. En fait, ça existe depuis très longtemps ailleurs. Tremplin Glénat aussi, ça existait depuis très longtemps ailleurs. Et le but étant non pas de gagner quelque chose, mais surtout que, vu que c'est à la vue du public, on a les lecteurs qui peuvent nous commenter directement, et surtout, comme c'est sur internet, il n'y a pas de filtre, ils peuvent nous dire si ça marche, si c'est bon ou pas, et surtout qu'est-ce qui n'est pas bon, c'est ça qui m'intéressait. Et à la base, donc, j'ai commencé à poster les premières pages de Stray Dog, et en un mois, ça a fait un carton avec 1 million de vues par jour, à peu près. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit peut-être que je devrais reproposer parce que là j'ai un bagage. J'ai un panel test de lecteurs de manière internationale. Et le truc c'est que ça s'est toujours pas fait. Et c'est en rencontrant Izu sur une convention qui lui cherchait donc un dessinateur pour une série qui est donc devenue Ayakashi. Il cherchait un dessinateur qui puisse tabler avec l'univers qu'il voulait mettre en place. Et du coup, il a vraiment flashé sur mon dessin et il m'a dit oui, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Et à la base, donc, il m'a fait rencontrer
comment dire, l'ancien directeur éditorial de Glénat, c'est monsieur Stéphane Ferrand. Et quand il a vu mon style de dessin, il m'a dit « Non mais en fait, nous on fait pas de copie ici, nous on veut de l'original ». Et je dis « Pardon ?» Et il me dit « Oui, parce que ça j'ai déjà vu ça passer quelque part. » Et oui, parce qu'en fait lui il lisait Thread en ligne. Ah, d'accord. Et le truc étant, c'est que moi j'avais fait mes dossiers chez Glénat, mais chez Glénat, comme j'avais pas le contact pour savoir à qui adresser, etc., j'avais envoyé par courrier simple, mais à Glénat en global. Et le truc étant, c'est que les dossiers, j'en ai envoyé 4, ils n'ont jamais passé. Donc finalement, ils ont racheté une série qu'ils auraient pu avoir à la base. Voilà. Mais oui, mais à l'époque, les éditoriales externes n'étaient pas aussi... Non, et puis maintenant, j'ai envie de te dire que moi, tous mes titres se basent sur des contes, des mythes et légendes au niveau desquels le folklore est vraiment très présent. Ceci dit, maintenant, ça devient commun avec toutes les séries télé qu'on a, etc. Sauf qu'à la base, il y a plus de 10 ans, ça ne se faisait pas, ça n'existait pas. Donc tabler avec un auteur qui est donc autodidacte, qui est français dans un régime où c'était préconçu sur l'idée selon laquelle seuls les auteurs d'origine japonaise peuvent faire du manga, avec des thèmes qui ne correspondent à aucune collection, parce qu'à la base le seinen était vraiment réservé à 2 titres, 3 titres, ça n'existait pas. Heureusement que ça a évolué et du coup en fait ça a évolué dans le bon sens. Après ils ont découvert que ça marchait puisque on était dans une même fournée, je crois on était 5, et finalement on a eu la chance d'avoir les 5 vraiment des bons retours. Ouais. Et après, ils se sont rendus compte que c'était quelque chose qui pouvait marcher. Et après, ça s'est ouvert. Exactement. Je parlais du coup du travail avec les éditeurs. Racontez-nous rapidement. Du coup, on a su pourquoi c'est arrivé chez Glénat pour toi, Vanara. Et racontez-nous, vous trois, le jour où on vous a dit oui sur votre projet. Et en même temps, après tous les 4, c'est comment est-ce que vous travaillez les échanges avec les éditeurs? Est-ce que vous faites des retours? Comment est-ce que c'est de concert? Voilà. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Oui, alors... C'était quoi la question exactement? C'est le premier. Alors, comment ça fonctionne les échanges entre les éditeurs et puis la création du manga? Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que vous livrez toutes les planches et puis ok, c'est validé et on balance, ou comment ça se passe? Ouais, en gros, Antoine nous file le son. Ah, zut. Sur sa spoil. Voilà. Je peux parler ou... Oui, vas-y. D'accord. Alors, Antoine, il m'envoie le script qui est validé avec l'éditeur. Et à partir du script, avec les dialogues, je commence le storyboard. Et j'envoie le storyboard à l'éditeur et à Antoine pour qu'il valide. Et s'il y a des corrections à faire, on les fera. D'habitude, on essaie d'avoir un rendez-vous sur Paris pour clarifier un petit peu le storyboard. Quand le storyboard est validé, je commence à en créer et à finaliser. Et puis j'envoie chapitre par chapitre finalisé à Antoine et à l'éditeur. Et à la fin, quand on a le volume qui est fini, on essaye de faire encore des petites corrections. Par exemple, il manque des trucs sur cette case, ce genre de trucs. Et puis voilà. Vas-y Antoine. La conception d'un livre, c'est avant tout aussi une aventure collective, et c'est vrai qu'on a la chance de travailler avec un éditeur qui est très présent, qui est vraiment à nos côtés à chaque instant du scénario, à chaque instant de la conception du storyboard, à chaque instant de la finalisation des planches. Et c'est plutôt confortable de pouvoir être dans l'échange. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps pour se mettre autour d'une table, discuter, voir comment orienter les choses pour que ce soit l'objet le plus cohérent possible par rapport aux envies de Vin, à mes envies à moi, aux envies de notre éditeur, et de faire un livre qui nous ressemble et qu'on serait fier de défendre et de porter aujourd'hui devant le public de la Japan Expo par exemple. Donc c'est vraiment un travail de ping-pong et d'échange et de discussion qui nourrit la création, qui nourrit les idées aussi, beaucoup. Alors moi je me permets parce que moi je travaille pas du tout pareil. Je sais que pour beaucoup d'éditeurs, on a effectivement ce travail d'échange qui est fait. Et moi je précise que c'est pas donc la même chose pour chaque auteur. La preuve c'est qu'en fait moi j'ai la grande chance d'avoir carte blanche sur tous mes tomes, dans le sens où je présente le synopsis. Si ça plaît, c'est pris, et après, moi, il ne me revoit que lorsque je rends le tome clé en main. Donc j'ai carte blanche sur tout ce que je fais. Ça, c'est une très grande chance. Mais ça, c'est parce que, bon, je pense que à la base, au fur et à mesure des tomes, je pense que mes personnages et moi, on a pu peut-être montrer qu'on était capable d'évoluer tout seul.
En fait, je suis pas certain que ce soit une question de savoir prouver qu'on peut évoluer tout seul. Je crois que c'est une question de désir, tout simplement. Et puis, moi, il y a des projets sur lesquels j'aime être tout seul et aux commandes et décider de A à Z de ce que je veux trouver dans mon livre. Et puis, il y a des projets où je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir tout à coup un éclairage différent. Et je crois que ça dépend vraiment du projet. C'est vraiment du cas par cas. Sur chaque... Ça dépend de la manière dont les gens aiment bien travailler. Moi, oui, moi je suis très autonome, donc c'est vrai que ça ne me dérange absolument pas. Et au contraire, ça me dérangerait limite d'avoir quelqu'un sur mon épaule, par-dessus, qui vient de donner son avis, etc. Ce qui ne m'empêche pas, lorsque j'ai un souci, lorsque j'ai des questions, quoi que ce soit, lorsque j'ai fait mentir, par exemple, j'ai eu des moments de doute sur quelques passages, de demander l'avis, de dire voilà, est-ce que je suis toujours bien positionnée, est-ce que je suis dans la bonne ligne, est-ce que c'est surtout compréhensible, puisqu'on reste sur des univers qui sont quand même très complexes, très détaillés, et du coup, là, c'est vrai que d'avoir quelqu'un d'objectif, et surtout d'extérieur qui ne connaît pas, qui finalement peut faire le meilleur bêta-lecteur qui puisse exister, à ce moment-là, c'est quand même vraiment très pratique. Chose qu'on n'a pas quand on s'auto-publie, par exemple, quand on a des auteurs qui nous disent oui, moi je suis auto-publié, je fais mon tout seul, donc j'ai le même statut qu'un auteur donc publié. Oui et non, on n'a pas forcément la même formation, on n'a pas forcément le même suivi, et on n'a pas forcément non plus le même recul par rapport à ces histoires. Et du coup, Christophe, toi, tu es aussi suivi. Est-ce que tu aimes aussi ce suivi? Est-ce que tu le demandes aussi, justement? Comment? J'ai mal entendu. D'être suivi, d'avoir un échange éditorial, est-ce que tu le demandes aussi? J'ai tout découvert, effectivement, au fur et à mesure, après le dossier éditorial. La conséquence, ça a été de rencontrer physiquement mon éditeur. Et au final, c'est avant tout une relation humaine. Donc, soit ça se fait, soit ça se fait pas, puisque chaque parcours est différent, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui est rentré dans mon délire, dans mon petit monde et tout. Et du coup, moi, pour le coup, j'aime bien ce dialogue qui m'aide à construire Tintarun correctement, parce que sinon, j'aurais tendance quand même à... Comme c'est un univers assez foisonnant, avec beaucoup de termes inventés, beaucoup de pistes lancées dès le début, etc. L'éditeur, il est là aussi pour me recadrer, entre guillemets, pour me rendre plus réaliste et faire, comme tu disais, l'objet le plus cohérent possible à vous remettre entre les mains. Et puis on fait des réunions, des fois quand j'ai terminé mes planches, je vais le voir, c'est lui qui réceptionne tout pour scanner, on discute de la suite. Et puis ensuite, une fois que le storyboard du tome suivant est fait, je lui envoie par mail, encore une fois en PDF. Mais on discute beaucoup, on discute presque tous les jours par Facebook, des fois pour rien du tout. Ça va être un détail, mais le mur de briques, là il faudrait qu'il soit peut-être un peu moins haut, parce que si le personnage il arrive là, enfin voilà, et moi ça me fait marrer, et on est tous les deux dans notre délire, donc c'est très bien comme ça, quoi. Antoine, tu veux dire quelque chose? En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours du domaine de l'échange et de la discussion, c'est-à-dire que l'éditeur va pas venir en vous imposant une vision et en vous disant... Il n'y a pas une formule, en fait. Voilà. Même l'éditeur lui-même, me l'a encore dit hier, on apprend en même temps, on avance en même temps que vous. Nous, moi j'ai toujours eu une espèce d'image, je sais pas pourquoi il y avait une image négative des éditeurs, c'est des grands cravate avec le cigare à la bouche. Je te garantis qu'il en existe, moi j'en ai côtoyé certains, franchement. Il doit y en avoir. Qui vraiment imposaient les choses. Qui ont plus l'esprit financier. Voilà, donc effectivement ça dépend aussi, je veux dire, ça dépend du vécu de l'auteur, ça dépend aussi avec quel éditeur on tombe. C'est un coup de chance un peu. Voilà, il y a des éditeurs qui sont plus, qui restent plus sur leur position que d'autres. Là, l'intérêt, c'est que, et c'est pour ça, moi personnellement, que j'avais choisi Glénat, parce qu'après, quand j'ai développé mes séries, j'ai eu d'autres propositions que Glénat sur Stray Dog, par exemple, que j'ai axé Stray Dog chez cet éditeur-là, parce que on a la chance d'avoir des gens qui ont envie de comprendre l'univers et ne sont pas en train de se dire est-ce que ça va se vendre ou pas, vraiment. Présente-moi quelque chose qui va se vendre, sinon on n'en parle pas. Ils ont une vision créative. Voilà, et ils ont vraiment à cœur de finalement défendre les personnages comme nous on les aime. Et puis surtout s'adapter vraiment au cas par cas. Moi je sais que par exemple, en fonction de ce que vous me dites, je le découvre, puisque moi c'est pas du tout la manière qu'ils ont de travailler avec moi, et c'est pas du tout la manière que j'ai de travailler avec eux. Et c'est vrai que bon, c'est intéressant de voir qu'ils sont modulables et malléables dans le sens positif du terme. Pas quelque chose de vraiment très ancré avec une personnalité qui est dominante par rapport à finalement ce qu'on pourrait appeler des employés, on est des collaborateurs. Et on travaille tous sur une série. Moi j'ai l'habitude de dire, voilà, notre série vient de sortir, Mortienne vient de sortir, notre série vient d'avoir son premier volume, et non pas je suis l'auteur de machin, parce que je vois tout le travail des équipes fait par-dessus. Moi je le dessine, mais après il y a aussi tout le travail qui se passe derrière. Voilà. Tu veux dire un truc, Antoine? Non, enfin, ce qu'on est en train de dire sur les éditeurs est valable aussi pour les auteurs. Il y a aussi des auteurs qui ont des personnalités qui
qui n'ont pas envie qu'on leur fasse de réflexion, qui sont fermés à l'échange. Voilà, après c'est un couple, en gros, il y a de tout, il y a des éditeurs sympas, il y a des auteurs pas sympas, il y a des éditeurs pas sympas. Voilà, je pense que le meilleur match, c'est quand tout le monde est dans de bonnes dispositions que ça crée une œuvre. Et au service de la création. Et justement, au service, vu qu'on parle de la création, quelles sont un peu vos méthodes de travail? Est-ce que, par exemple, pour l'écriture du scénario, est-ce que tu peux nous dire comment tu écris du début à la fin, tu écris chapitre par chapitre, comment ça se... Moi, j'étais très effrayé quand j'ai commencé à travailler sur le manga, parce qu'un manga, c'est un volume de pages qui est quand même très significatif. Sur For Life, on est à peu près à 220 pages, et ma première crainte, quand j'ai réalisé que l'éditeur avait dit oui sur une partie du scénario, c'était de me dire, mais zut, en fait, maintenant j'ai 200 pages à écrire, en fait. Et l'éditeur a été très rassurant avec cette méthode que j'ai appliquée sur mes prochains projets, qui est de tronçonner en chapitres, en fait, et de travailler chapitre par chapitre. Écrire 20-25 pages à la fois, c'est beaucoup moins impressionnant que de se lancer dans un scénario de 200 pages, les yeux fermés. Et j'ai la sensation que ça balise aussi le travail, tout simplement. Après, sur la méthodologie, moi je travaille et sur papier et sur ordinateur. Je trouve que le papier, la lenteur du geste de l'écriture, amène peut-être des scènes plus intérieures, plus lentes. Là où au clavier, comme je tape plutôt vite, je suis plus à l'aise sur les scènes d'action, par exemple. Voilà, après ça, c'est des petits trucs très personnels et qui se justifieront peut-être pas d'une personne à l'autre, mais je crois que le but du jeu, c'est de trouver le meilleur média et le meilleur vecteur pour donner ce qu'on a à donner de la meilleure façon. Et toi, Vigneault, comment tu travailles sur papier, numérique ou Alors spécifiquement sur For Life avec Antoine, le storyboard est fait dans un petit carnet en traditionnel que je scanne et que je reprends à l'ordinateur directement. Quand je reçois le script, vu que c'est scindé en chapitres, c'est plus facile justement pour travailler. C'est plus facile que de dessiner directement 200 pages d'une traite, vu qu'on a à peu près une étape à chaque fois, un checkpoint. Et pour la mise en scène, parfois la mise en scène, Antoine a une préférence, il le met dans le script. J'essaie de le réaliser. Et si je trouve que ça ne marche pas vraiment, j'essaie de changer un petit peu pour que ça puisse passer. D'accord. Et toi, Vanra, tu écris toute l'histoire avant ou c'est au fil de l'eau? Alors en fait, moi, c'est un petit peu différent dans le sens où, à la base, quand je commence une série, j'ai le scénario qui est bouclé de A à Z, mais bouclé de A à Z dans ma tête. C'est-à-dire que si jamais demain je disparais pour X ou Y raison, vous n'aurez jamais la fin des séries. Il n'y a rien de marqué. Après, moi je vois les séries comme je les travaille comme un film que je déroule dans ma tête et au niveau desquels chaque séquence qui est sur la page correspond à un gros plan ou un screenshot finalement. Donc après, quand je suis en train de réaliser la partie donc plus dessin, je travaille là aussi sur un support papier traditionnel et ça me permet de faire donc déjà de mettre en page les éléments. Mais quand on regarde d'ailleurs, vous le verrez dans la partie d'Instant Glénat, il y avait deux, trois carnets que j'ai fait où il y a l'intégralité par exemple de Stray Dog 4 qui est dedans d'ailleurs. Quand vous feuilletez, vous trouvez donc ce qu'on appelle les ROR, donc les brouillons, mais c'est vraiment du brouillon, c'est-à-dire que moi le dessin je le dessine directement après sur ma planche, mais je me passe pas beaucoup de temps à faire un brouillon que je vais repasser. Pour moi c'est fait en un seul jet à l'ancrage. Voilà. Donc après, c'est uniquement de mettre en place les différents éléments de la page et surtout pour ne pas oublier que je voudrais tourner cette scène comme ça. Voilà. Après, maintenant, moi je travaille sur tablette numérique. C'est une très grande tablette, comment ça s'appelle, voilà, au niveau de laquelle je dessine directement dessus. C'est un tic. Voilà, tout à fait, la 21UX si jamais tu veux la marque. Et du coup, ça me permet en fait de numériser directement mon dessin parce que je travaille pas que sur une seule série, j'en ai 5 à mon actif. Et du coup, ça me fait gagner beaucoup de temps par rapport justement à la partie traditionnelle de l'ancrage, dans le sens où l'ancrage, on l'encre une fois sur le papier en traditionnel, après il faut gommer. Quand on gomme, on a l'abrasion de la gomme qui enlève une pellicule d'ancrage, ce qui fait que quand on va scanner, on va voir tous les traits au niveau de l'ancrage qui vont apparaître, donc il va falloir repasser en ancrage au niveau numérique et ainsi de suite. Alors que là, on a la partie ancrage qui est faite, elle ne bouge pas. Ensuite, on a aussi le fait que c'est économiquement parlant, c'est vraiment très intéressant puisque moi je travaille avec des stylos qui encrent justement voilà tout ça et c'est très très cher en France parce que ces stylos-là on les utilise pour le comics américain, c'est vendu au Japon et aux États-Unis, mais ici c'est 5 € le stylo et moi par planche il m'en faut 2.
Et quand je fais des bouquins à peu près entre 300 et 500 pages, Effectivement, ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Et voilà, l'intérêt c'est de pouvoir envoyer à tout instant les planches et surtout de pouvoir gagner du temps, surtout sur le scannage, le gommage, sur tout ça. Et justement, contrairement à toi, Christophe, toi tu travailles en papier. Alors, moi, ma méthode de travail, voilà, c'est zéro ordi. C'est drôle, c'est quand même... Je suis incapable d'utiliser l'ordinateur, ça me saoule en fait, parce que j'ai pas le même geste, je perds mon geste. Moi, je suis penché sur le papier, j'adore ça, donc j'écris tout, j'adore écrire autant que dessiner. J'écris beaucoup, il y a deux niveaux d'écriture dans une histoire, il y a le niveau général, c'est-à-dire, comme tu disais, on sait où on va, on a le truc, on va boucler les grandes étapes de l'histoire, et c'est plutôt bien de savoir comment ça va se terminer avant même de commencer, puisque c'est le but à atteindre, c'est la raison d'être de l'histoire, donc beaucoup d'écriture sur le monde en général, les règles du monde, etc., sur les personnages, leur passé, peut-être qu'il y aura des choses qui ne seront jamais utilisées, mais c'est pas grave. Stylo, papier, carnet de croquis, et ensuite, quand le storyboard est fait, donc mon storyboard est assez détaillé, c'est au stylo, mais c'est assez détaillé, il y a déjà les cases sont tracées à la règle, on peut voir à peu près la taille des cases, le placement des bulles, les visages, etc. J'aime bien me prendre la tête à ce moment-là parce que en fait, j'ai peur d'oublier après, quand je serai sur ma planche, peut-être un mois plus tard, exactement l'idée que j'avais sur le coup. Alors que quand on est dans le storyboard, on est déjà dans l'élan, il ne faut pas s'arrêter. Et puis ensuite, je prends des grandes feuilles, B4, et puis crayonné, ancrage à la plume G, essentiellement. C'est une plume, c'est la plume la plus répandue pour le manga. Et plusieurs petites plumes et des fois des petits feutres pour les traits droits, etc. dans le décor. Après, je gomme et puis je passe à la planche suivante et j'essaye d'en faire 2 par jour, donc 10 par semaine minimum, ce qui me permet en 18 semaines d'avoir bouclé mes 180. Et du coup, quand il y a des retours, contrairement au numérique, tu les refais sur ta planche, quoi. S'il y a des retours sur des... En général, vu que le storyboard est très précis et qu'il est validé par l'éditeur, normalement, ça veut dire qu'après, voilà, il y aura toujours des petits trucs après, mais c'est pour ça qu'au moment du rendu des planches, on prend pas mal de temps. C'est une assez grosse réunion où mon éditeur regarde toutes les pages définitives, parce qu'il y a encore une différence quand même entre le storyboard et la vraie page en grand format, bien dessinée, bien détaillée, etc. Donc c'est là qu'il me redit précisément s'il y a des petits trucs à faire ou pas, mais normalement ça reste minime, hein, les retouches. Voilà. On essaye de minimiser le risque en amont, de manière à ce qu'il n'y ait pas vraiment de hasard, entre guillemets. C'est la méthode qu'on a mis en place, nous. On arrive à avancer comme ça, et puis j'arrive à produire du coup 2 livres par an, donc c'est bien comme ça, ça roule comme ça, quoi. Maintenant c'est à vous. Ils ont beaucoup parlé, mais maintenant c'est aussi à vous. On a encore 10-15 minutes. Du coup, j'ai encore des questions, mais je vous laisse la parole. Normalement, il y a un micro qui devrait passer, ou alors je descends. Je vais descendre un peu. Bonjour. Alors, j'aurais 3 questions pour vous tous. Donc, le premier, c'est... Ah, une seule, ok. Pourquoi vous avez décidé d'être mangaka en France et pas de faire publier au Japon? Alors, pas directement au Japon. C'est pour qui la question en fait? T'as pas entendu? Non, moi j'ai entendu, mais je voulais savoir. Et que voilà, c'est tout con. Vas-y Antoine, ou Vanra. À choisir, en fait, je trouve que la création française, elle est intéressante, notamment parce que, alors si j'ai bien compris, au Japon, la publication d'un manga, elle va d'abord transiter par la presse. Et ce qui est assez frustrant quand on discute avec des mangakas japonais, c'est que finalement, ils doivent obéir à une certaine charte en fonction du magazine dans lequel ils sont publiés, en termes de cible, en termes de lectorat, l'âge de ton lectorat, le genre dans lequel tu destines ton histoire. Et du coup, c'est vrai que nous, en termes de création française, on a une liberté, un terrain d'exploration et un champ de créativité qui est assez illimité. On peut mélanger les genres, et For Life, c'est un peu cette histoire-là. On mélange le fantastique avec le récit de l'intime, et on fait des magical girls qui s'entretuent, qui se font entretuer, on va dire plutôt. Et c'est plutôt intéressant de pouvoir mélanger les genres. Et je pense que c'est une liberté que, à contrario, peut-être certains mangakas japonais peuvent
nous envier parce que on est totalement libre de proposer des histoires, des objets tels qu'on les a imaginés et pas tels que le cadre autour de nous impose de les faire. Alors moi je dirais que ça... Alors, personnellement, pour avoir testé donc, la publication américaine, la publication japonaise aussi, puisque j'ai un de mes titres qui est en webcomic chez quand ça s'appelle Shonen Jump Plus. En fait, le seul truc qui me fait, on va dire, qui m'a poussé à rester sur une publication avec un éditeur français, c'est vraiment le fait de pouvoir rencontrer ses lecteurs pour de vrai. Parce que, on va dire, voilà, ailleurs c'est loin, il faut y aller, vous n'allez pas forcément pouvoir rencontrer les gens directement. Bien sûr, Internet c'est super, vous avez les gens qui peuvent faire des retours à tout moment, à toute heure de jour, la nuit. Mais le fait de pouvoir rencontrer vraiment les lecteurs qui lisent, c'est eux qui font, pour moi, c'est eux qui font vivre les personnages quand ils m'en parlent, comme s'ils parlaient d'amis qu'ils ont côtoyés, et alors, et quel personnage, qu'est-ce qu'il devient dans tel tome, et celui-là, est-ce qu'il va s'en sortir, et celui-là, est-ce qu'il va changer de comportement, etc. Pour moi, qui considère les personnages comme étant mes propres enfants, moi, ça me fait plaisir, quoi. Et du coup, c'est quelque chose, c'est un contact qu'on a très peu, en passant ailleurs, surtout quand on n'est pas réellement dans son propre pays. Et voilà, en fait, c'est vraiment ça. Après, moi j'ai eu la chance d'avoir des séances de dédicaces aux États-Unis aussi. Les gens ils sont adorables également, c'est pas le problème, c'est juste le fait de se dire bah voilà, j'y suis venue une année. Quand est-ce que je reviendrai, je sais pas. Parce que ça va 1000 km et je sais pas si je pourrais faire ça tous les ans. Et puis il y a un coût, alors que là, bah, effectivement, on est entre guillemets déplaçable en France assez facilement. Et puis encore une fois, on a un échange qui n'est pas le même. Parce que justement, on a vraiment un public qui parle notre langue et qui ont la possibilité de lire, on va dire, la version originale de ce qu'on fait. Parce qu'après, il y a l'espace des traductions. Moi, je le vois sur mes titres. Il y a des fois des différences entre les traductions. Il y a des fois des personnages qui sont plus incisifs. En version américaine, par exemple, Stray Dog, à la base, était publié aux États-Unis. Le personnage de Taro est très très incisif dans la version originale. Et ça, qu'en France, déjà, il est déjà pas mal. Mais il est très très loin on va dire, de son potentiel comment ça s'appelle, de routage habituel. Voilà, donc du coup, c'est vrai que ça fait des différences. Et il peut y avoir des différences de traduction aussi. Et encore une fois, moi je suis très partisane de rien ne vaut l'original. Et pareil pour le public, rien ne vaut le public original. Voilà. Merci, ça te va? On va passer ici. Alors bonjour, désolé, je vais un peu casser l'ambiance. Voilà, il y a quelques temps, il y a la CBD qui a fait des rapports un peu alarmistes sur la précarité des auteurs en France, plus au 1er janvier 2019 des nouvelles dispositions sur le prélèvement à la source, l'augmentation de la CSG, différentes choses comme ça. Donc je voulais savoir comment vous envisagez votre futur. Est-ce que vous le vivez un peu sereinement avec toutes ces contraintes, notamment d'ordre financier, et globalement l'état financier des auteurs et leur précarité, comment vous le voyez actuellement? Contrôleur des impôts, peut-être. La question la plus compliquée, moi. Personnellement, moi je dirais de mon cas, j'ai la chance de vivre de mes séries et je peux en vivre de manière intégrale. Après, en fait, là on revient sur une question, en fait j'en étais sûre qu'il y avait quelqu'un qui allait poser cette question-là. On revient aussi sur la question de quel éditeur édite quoi. On a des éditeurs qui sont respectueux du travail de création de manière générale et qui sont prêts à payer correctement les auteurs. Quand il y en a qui donc considèrent que 6 mois de travail ne vaut que 5 000 à 6 000 euros. Voilà. Donc après, tout dépend aussi de cette manière-là de travail. Encore une fois, on part finalement pas avec des chances égales entre certains éditeurs, mais ça, il faut le savoir aussi. Après, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter pour pouvoir se dire être professionnel dans la profession, c'est quelque chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de compétition, c'est quelque chose qui est très sélectif. Maintenant, après... Et en parlant en connaissance de cause, parce que j'ai dû vraiment me battre pour que mes séries soient éditées, je pense qu'après, celui qui reste tenace réussit, alors que celui qui se décourage ne réussit plus. Celui qui finalement considère vraiment sa création, je ne dis pas qu'il faut rester sur ses acquis et considérer que son travail c'est le meilleur, mais celui qui est prêt à croire en son boulot et ne pas accepter tout ce qui vient parce que, même en ayant des choses qui ne le ressemblent pas, mais parce que comme ça lui permettra effectivement de réussir, le public le ressentira. Moi je m'éclate dans ce que je fais, je pense que, du moins j'espère, les lecteurs quand ils lisent un tome d'Aikashi, de Stray Dog ou de Mortician maintenant qui est sorti, je pense qu'ils verront le fait qu'on s'amuse dedans et qu'on prend du plaisir à le faire. Après la question financière, bien sûr qu'elle se pose. Moi personnellement, j'ai encore mes 2 professions, mais je peux très honnêtement vivre, alors c'est pas non plus le Pérou, mais je peux vivre confortablement de mes revenus d'auteur. Et voilà, après, encore une fois, tout dépend à quelle maison d'édition vous êtes et quel respect l'éditeur a envers ses auteurs.
Moi, j'ai eu des propositions même à l'heure où j'en suis, où effectivement, les éditeurs me connaissent. Au stade où j'en suis, j'ai des éditeurs qui me proposent effectivement ces tarifs-là, à savoir 5 000 € pour un livre qui va leur remporter 100 fois plus. Mais ça, c'est une question d'honnêteté et c'est une question aussi de comment la personne considère la personne qui est en face de lui. Quoi. Et du coup, je vais laisser, en fait, on n'a plus le temps, je vais laisser le temps, du coup, la dernière parole à Antoine. Et après, on aura fini. Je suis désolé. Je voulais juste remercier le monsieur d'avoir posé cette question parce que je crois que c'est une période aussi où les auteurs ont besoin de sentir que les lecteurs sont concernés par ces questions-là. On est à l'aube de quelque chose qui est effrayant pour beaucoup d'auteurs. On est quelques-uns à avoir la chance de vivre de notre métier et d'en vivre confortablement et en tout cas suffisamment pour voir les choses arriver sereinement. Mais il y a toute une génération d'auteurs aussi qui a peur et qui a l'impression d'être sacrifiée. Et c'est important dans ce combat-là, dans ce combat qu'on retrouve sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec les hashtags auteurs en colère ou paye ton auteur, de sentir que les lecteurs sont aussi conscients que s'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de livre. Et donc c'est important de sentir que vous êtes concernés par ce combat, que les libraires sont concernés par ce combat, que les éditeurs sont concernés par ce combat, et qu'il y a des solutions à trouver tous ensemble. Voilà. Merci à tous. Ce fut... Alors en fait c'est fini, on est arrivé hyper rapide. Je suis désolé, c'est passé hyper vite. Merci à vous de votre patience. Merci aussi à vous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous ces auteurs sur le stand Glénat qui seront en dédicace. Et il y a aussi un espace rencontre, un peu speed meeting, si vous voulez montrer vos projets. Sur l'espace Glénat, il y a un corner juste pour ça. Donc n'hésitez pas, vous pouvez rencontrer les éditeurs et aussi rencontrer les auteurs. Merci encore à vous. Merci. Et à très vite. Bonne Japan Expo. Au revoir.